Olivier Ernesto Jean-Marie, consultant, citoyen ordinaire. Je parle depuis mes besoins de contribution à mieux vivre ensemble, mieux décider ensemble, mieux faire ensemble. Et j'espère aussi le faire avec, je dirais, une certaine liberté, une certaine bienveillance. Et j'ai pour habitude de me définir comme un ouvrier de l'intelligence collective, collaborative. Bien, bonsoir tout le monde et merci à la chaîne animée par Félix, la chaîne Sympathie philosophique, de me permettre d'échanger avec vous. Alors, je ne me prétends pas philosophe, donc je suis très surpris de cette invitation, mais très heureux aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'échanger avec vous. Et il m'a été proposé donc d'échanger sur le thème individuation et démocratie. Alors, souvent, aujourd'hui, l'individu est décrié et défini comme le responsable de la destruction des valeurs, de la démocratie et du vivre ensemble. Et je vais essayer de vous exposer, et à travers les échanges avec vous, de voir comment on peut distinguer l'individualisme de l'individuation et comment la démocratie a besoin de sujets bien individués. Donc on a besoin donc de sujets autonomes et libres. Et on fera la distinction donc, entre individuation et individualisme. Alors en ce qui concerne l'individuation, c'est un processus qui permet à un membre d'une communauté de devenir un sujet libre, autonome. Et l'individuation d'un sujet, c'est sa capacité à renoncer à la posture de contestataire, de spectateur mécontent ou désabusé pour adopter celle d'un acteur, d'un contributeur, d'un auteur, à la fois de sa propre vie, mais aussi du vivre ensemble. Et l'individuation n'est pas l'individualisme. Donc l'individualisme, c'est l'illusion d'être indépendant, autosuffisant, tout-puissant, complètement autarcique, n'ayant pas besoin des autres. Et dans l'individuation, la personne s'affirme en assumant ses propres choix et valeurs et s'émancipe donc des choix et des valeurs donc, des autres. Donc ne se pose pas en contestataire ou en suiveur donc de choix et de valeurs qui viendraient de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui a fait un chemin, je dirais, de conscience intérieure pour pouvoir exprimer sa contribution à la communauté. Et donc l'individuation, c'est le chemin qui mène à la conscience de soi, à l'accueil sans peur de l'altérité et à la conscience de son insertion dans une communauté interdépendante. C'est-à-dire que l'individuation, c'est ce qui va permettre à un individu de ne pas voir son semblable comme un rival qui doit être dominé ou bien un maître à qui il faut obéir, mais plutôt un allié avec qui il faut construire quelque chose de commun, donc une communauté, un projet ou autre. Peut-être que le terme individuation est lié à la philosophie. J'aimerais bien connaître l'histoire. Moi, j'ai fait littérature, j'aimerais bien connaître l'histoire de ce mot individuation. Quand on l'emploie, on comprend le sens, mais j'aimerais bien savoir à partir de quel moment, de quel siècle, est-ce que individuation est née au XXe siècle ou est-ce que individuation existait déjà auparavant? Parce que le terme individualisme, tout le monde connaît. Oui. C'est un terme courant.
Tandis que individuation, et tel que vous l'avez présenté, il est très clair. Et il est fondamental. Il est fondamental dans la mesure où, finalement, ce mot ne renvoie pas seulement à un domaine, par exemple, philosophique, mais aussi à une pensée générale. Quand vous avez parlé de contact avec les autres, hein, ça m'a fait penser à la pensée d'Édouard Glissant, qui parle de relations, qui dit, bon, il faut, c'est vrai, se connaître, savoir qui on est, il faut bien se situer dans son lieu, hein, mais se situer dans son lieu, ce n'est pas s'enfermer dans ce lieu. Hein. Agis dans ton lieu, mais pense avec le monde. Le monde se tient dans ton lieu et ton lieu est dans le monde. Donc j'ai retrouvé tout ça d'une manière beaucoup plus générale. J'ai retrouvé tout ça dans la manière dont vous avez parlé d'individuation par opposition à l'individualisme. Et quand vous avez aussi parlé de compromis avec la mémoire, ça rappelle aussi Édouard Glissant, dont toute l'œuvre, pas seulement l'œuvre romanesque, mais ses essais, toute l'œuvre finalement repose sur la nécessité de connaître son histoire, notre histoire de Martiniquais d'Antillais, qui a été raturée, qui a été déformée, qui a été mise sous le boisseau. Donc il faut connaître cette histoire. Et il dit, pour reprendre une phrase de Frantz Fanon, qu'on nous rabâche à tout moment, chaque fois qu'il faut parler du 22 mai, on dit, ah oui, Frantz Fanon disait qu'il ne fallait pas être esclave de l'esclavage, etc. Et Glissant précise, l'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dire oui, bon, c'est du passé, ça ne nous intéresse plus, on a changé, on a évolué, etc. C'est une manière finalement de se boucher les yeux et de ne pas accepter l'idée qu'on est dans une certaine mesure conditionné par ce passé que l'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas ce passé, on est conditionné malgré soi. Voyez-vous une différence entre la victimisation et l'individu? Ou est-ce qu'un individu, est-ce que quelqu'un qui ne rentre pas dans un processus d'individuation a plus de chances de rester victime, de jouer à la victime et de se complaire dans la victimisation? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, dans ma compréhension des choses, un individu, justement, qui n'est pas bien individué, c'est-à-dire qui n'a pas encore fait le choix sur ses valeurs, sur ses priorités et sur la nature de la contribution qu'il peut apporter à la communauté, peut se complaire dans le rôle donc, de victime, mais en même temps, cette même personne qui se victimise peut rapidement se transformer soit en bourreau, soit aussi en sauveur. Et donc il y a un psychanalyste, donc Karpman, qui a modélisé cette relation dans un triangle dramatique entre le sauveur, la victime et le bourreau. Et ce sont des rôles qu'on peut jouer à tour de rôle dans une relation, que ce soit familiale ou professionnelle ou une relation dans une association. Et donc l'individuation qui va permettre donc, à quelqu'un de devenir autonome, et je dirais presque autoréférent, mais pas indépendant, hein. Mais quelqu'un qui a conscience donc, de faire partie d'une communauté et donc qui se pose aussi des limites pour que cette interdépendance-là soit viable, cette personne-là aura moins tendance à rentrer dans un processus de victimisation qu'une autre, oui. Et donc l'individuation, c'est un processus de différenciation donc de soi vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société, mais il ne s'agit pas de différenciation rejet,
mais c'est de différenciation, insertion. Donc comment on va s'insérer dans la communauté, comment on va découvrir sa mission, sa contribution du moment à la société. Et l'individuation, c'est, pour reprendre les termes d'analyse transactionnelle, c'est un peu le processus qui va nous permettre d'avoir des relations avec les autres sur le mode adulte-adulte, et non pas de parents à enfants, dans le sens. Mais si j'ai bien compris, il y a deux définitions du mot sujet. La définition qui dit que le sujet est un soumis, quelqu'un qui est soumis, on est sujet à, ou on peut être aussi sujet en posant des actes. Et quand on s'individualise, où placez-vous la notion de sujet dans l'individualisme et la notion de sujet dans l'individuation? Quel sujet suis-je dans l'individualisme et quel sujet suis-je dans l'individuation? Donc, je dirais que dans l'individualisme, on peut être tenté d'être un sujet soumis, donc soumis à une autorité ou soumis à des valeurs qui peuvent être perverses. C'est un petit peu ce que moi j'appelle le comperlapinisme ici, où quand on est mu par, en fait, compte, Excusez-moi, qu'est-ce que le comperlapinisme pour les auditeurs? Alors le comperlapinisme, c'est l'expression, voilà. Comperlapin, c'est un personnage qui fait partie donc de notre imaginaire, je dirais martiniquais, mais aussi guadeloupéen. Donc c'est un personnage qui est rusé, qui est un peu trompeur et qui est prêt donc à mentir, à adopter des stratégies un peu détournées pour arriver à ses fins. Et à ces fins qui sont des fins, je dirais, individualistes et immédiates. Donc il est prêt à transgresser toutes les valeurs d'honnêteté, de vérité et de courage aussi, pour pouvoir arriver à ses fins et tromper les uns et les autres. Et ça, dans cette logique-là, on est plutôt dans une logique de soumission, mais soumission à des valeurs, à un mode de pensée, à une image du monde où, selon laquelle, en fait, il y a des réalités qu'on ne peut pas changer et on va essayer de biaiser pour arriver à ses fins, quitte à tromper, quitte à mentir, quitte à couillonner l'autre. Et donc couillonner, c'est tromper. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc l'idée, c'est que, pour répondre à votre question, donc là, on est plutôt dans le sujet, et on considère, quand on a une attitude aussi de comperlapin, on considère l'autre aussi comme inférieur, comme susceptible d'être trompé, d'être manipulé, d'être couillonné par nous. Donc on suppose qu'on a un ascendant sur cette personne-là, et que cette personne-là est peut-être notre sujet, et qu'on lui est supérieur, qu'on peut la manipuler pour arriver à nos fins. Et dans l'individuation, c'est plutôt le sujet, je dirais, qui devient acteur, auteur, contributeur, dont on parle. Voilà, pour répondre à votre question. Quand vous condamnez, je comprends, le comperlapinisme, mais est-ce que c'est pas aussi faire d'abstraction des rapports sociaux dominants-dominés? Je veux dire, le comperlapinisme, c'est aussi peut-être le seul moyen de survivre de certains dominés. Donc, l'individualisme aussi, il fait son lit sur le fait que certaines personnes sont amenées parfois dans la société à penser que c'est la seule façon qu'elles ont d'arriver à s'en sortir. Je crois qu'on ne peut pas faire aussi abstraction de ces problèmes des rapports sociaux. Vous avez tout à fait raison. L'imaginaire donc, qui a donné naissance à Comperlapin est un imaginaire qui est né dans un contexte d'oppression et donc de rapport dominant-dominé, et que justement pouvoir biaiser, ne pas se livrer frontalement donc à
à l'opposition était une manière de survie, tout à fait. Et la perversion aujourd'hui, je dirais, c'est que quelquefois, on peut avoir un comportement de compère lapin, alors qu'on n'est pas nécessairement dans une situation de survie, d'oppression, telle que celle qu'ont connue nos ancêtres qui ont imaginé compère lapin. Tout à fait. Sur la question, donc, la liaison entre la démocratie et l'individuation, en prenant l'exemple de compère lapin, donc, qui n'institue pas avec l'autre, qui veut couillonner, manipuler, un rapport d'égal à égal. En fait, s'éloigne de la démocratie, parce que selon moi, la démocratie, c'est l'égale participation donc des citoyens à la décision collective. Donc ce sont des décisions qu'on prend ensemble, mais entre égaux. Donc c'est un mode d'organisation politique qui considère qu'on est tous égaux, donc tous égaux en droit, pour avoir le droit de manifester, le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit de saisir des juridictions judiciaires pour se défendre en cas de différend, lorsqu'on se sent lésé. Donc la démocratie, c'est le modèle politique des égaux. Mais c'est bien sûr une fiction, ça n'existe pas parce qu'on n'est pas vraiment égaux. Mais c'est un horizon vers lequel on doit tendre. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voter, ma voix ne vaut pas plus que celle d'un autre. Donc elle vaut la même chose. C'est one man, one vote. Donc ça pour moi, c'est ce qui est important dans la démocratie. Et donc on est vraiment dans une relation d'égal à égal entre des sujets égaux, donc des sujets acteurs, et pas des sujets qu'on va essayer de soumettre, de couillonner, parce qu'ils seraient considérés comme inférieurs. Mais par rapport à ce que vous venez d'énoncer, quel est alors le rôle d'un état de droit pour le sujet? Alors le rôle d'un état de droit, un des premiers rôles d'un état de droit, c'est de permettre l'autonomisation des sujets et donc de lui permettre d'être capable d'être auteur de sa propre vie. Et c'est illustré par un économiste qui n'est pas philosophe, c'est Amartya Sen, qui a développé la notion de capacité. Et il dit le développement d'un pays ne se définit pas seulement par les revenus, par l'argent, donc par le PIB, mais par sa capacité à permettre aux citoyens donc d'exprimer tout son potentiel, tout leur potentiel. Et c'est pour ça que Amartya Sen a été à l'origine de l'indicateur de l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui prend en compte non seulement la richesse monétaire, donc avec le produit intérieur brut, mais qui aussi intègre des indicateurs de santé et des indicateurs d'éducation. Parce que si les individus ne sont pas en bonne santé, s'ils ne sont pas capables justement de mobiliser leur intelligence par rapport aux acquis qu'on leur a transmis, ils auront du mal à devenir des sujets donc, autonomes et libres. Et donc le rôle, pour répondre à votre question, le rôle d'un état de droit, c'est de garantir à un maximum de citoyens de pouvoir choisir leur vie et de pouvoir choisir d'exploiter quel talent ils veulent mettre à contribution de la société. Alors Amartya Sen mettait en évidence dans une étude la différence entre les habitants de Harlem et les habitants d'un village d'Inde. Et il soulignait le fait que les habitants de Harlem étaient plus malheureux, avaient une durée de vie qui était moins grande,
par rapport aux habitants de ce village beaucoup plus pauvre, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, mais où il y avait une collaboration entre les gens, une solidarité entre les gens. Donc, au niveau en référence à cette étude, que pouvez-vous nous dire sur l'individuation et implicitement la solidarité? Alors, l'individuation, c'est ce processus qui va permettre de faire communauté sans crainte et de permettre à l'individu donc de s'insérer dans une communauté en étant contributeur et sans dépendance. Et l'idée, c'est que on accepte quand on est individué, donc l'idée d'interdépendance, et on identifie bien qu'on ne peut pas tout apporter, on ne peut pas être complètement autosuffisant, autarcique, et qu'on est beaucoup plus fort. Bon, l'union fait la force, très clairement, donc on est beaucoup plus fort quand on a des relations sociales, familiales soutenues, régulières, que quand on est isolé. Parce que ça fait partie de nos besoins, je dirais, physiologiques en tant qu'être humain. Nous sommes des animaux extrêmement sociaux et la pratique de l'individualisme peut conduire à l'isolation, peut conduire à la dépression, peut conduire donc aussi à une réduction de la qualité donc de l'état de santé et une réduction de l'espérance de vie. Alors je ne sais pas si ça nous rend responsables du passé, parce que bon, on n'a pas vraiment de prise sur le passé. Par contre, notre responsabilité vis-à-vis du passé, c'est d'être totalement honnête, d'être totalement transparent et de ne pas retenir seulement une partie. Et c'est vraiment d'actualité ici en Martinique, où moi je pense qu'il faut qu'on arrive à construire un compromis mémoriel. Parce qu'il y a des mémoires qui s'opposent aujourd'hui. Et on l'a bien vu en 2020 avec le déboulonnage des statues de Victor Schellcher, de Joséphine, oui, par exemple. De Denambuc. De Denambuc. Et donc on a besoin de réconcilier les mémoires. Et quand je dis, on a un célèbre poète, donc Aimé Césaire, qui a un poème qui s'intitule La force de regarder demain. Il faut qu'on ait la force de regarder hier avec toutes les facettes d'hier, et pas seulement celles qui nous arrangent, celles qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Et c'est pour ça, par exemple, donc parce que en tant qu'individu, justement, en tant que sujet libre, je pense que je dois pouvoir interroger, toujours avec beaucoup de bienveillance, avec une volonté constructive. Donc, pourquoi, par exemple, sur des habitations, on ne voit pas la trace des esclaves, la trace de vie des esclaves. On voit surtout des maisons de maîtres, par exemple, et la vie des maîtres. Alors, c'est en train de changer, par exemple, à la pagerie. Il y a donc, dans la nouvelle muséographie une pièce où sont inscrits plus de 300 noms, oui, d'esclaves ayant vécu et ayant été exploités. Donc, simplement pour rappeler que la pagerie est un musée qui se trouve ici à la Martinique. À la Martinique, voilà. C'est le lieu de naissance de Joséphine de Beauharnais. Et donc, cette individuation-là nous donne la responsabilité de regarder le passé avec toutes ses facettes et nous demande du courage, je dirais, d'affronter des conventions qui ont pu s'imposer à nous et qui ont pu nous inviter à peut-être être silencieux. Donc, regardons le passé avec tous les regards, croisons tous les regards et ne préjugeons pas de la supériorité d'un regard sur l'autre. Et puis pour le présent, donc cette individuation-là nous intime, je dirais, la responsabilité
de se poser en contributeur, bien sûr, donc, du présent, mais aussi de l'avenir. C'est-à-dire que, en tant qu'individu, je sais que chacun de mes actes a une importance qui peut impacter la communauté. Donc la manière dont je vais me vêtir, la manière dont je vais me nourrir, la manière dont je vais me déplacer, la manière aussi de me loger, d'utiliser tel ou tel type d'énergie aussi a un impact sur l'évolution, les conditions du vivre ensemble. La manière dont je vais m'exprimer dans l'espace public aussi peut tendre, créer de la tension, plutôt l'apaiser. Et donc j'ai en tant qu'individu une responsabilité. Le fait d'aller voter ou de ne pas voter va influencer un résultat, va influencer la manière dont sera géré le territoire qui est concerné par cette élection-là, par exemple. Donc, mais tout en étant important, nous ne sommes pas indispensables. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas indispensables que nous ne sommes pas importants. C'est-à-dire que nous sommes indispensables, nous sommes, je dirais, irremplaçables, comme le dit Cynthia Fleury. Nous sommes irremplaçables parce qu'on a chacun quelque chose à apporter à la communauté. Et ici, en Martinique, on a un dicton qui dit « tout le monde c'est monde ». Et moi, je rajoute « et nous tous capables ». On est tous capables d'apporter quelque chose à cette communauté-là, à donner du sens. Et nous, en tant que communauté martiniquaise, on a, je dirais, la capacité, et on le montre, je dirais, au quotidien, on l'a déjà montré, d'apporter quelque chose à l'humanité. Donc je dirais à notre grande famille humaine à laquelle nous appartenons.